Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour cet autre épisode de Dans la cage, votre podcast dédié aux arts martiaux mixtes, produit par RDS. Pat, comment vas-tu, mon cher? Ça va très bien, mon Ben, toi? Ça va bien, merci. Un gros week-end d'arts martiaux mixtes qu'on a vécu avec l'UFC 258. On va bien sûr revenir sur tout ce qui s'est passé cette fin de semaine. Kamaru Usman qui a défendu avec succès sa ceinture des 170 livres des mi-moyens de l'UFC contre Gilbert Burns. On va décortiquer ce combat-là et bien sûr entrer nous aussi dans le fameux débat là, du GOAT, the greatest of all time, chez les mi-moyens. Il n'y a pas de débat. Je sais qu'il n'y a pas de débat, puis je connais ton opinion là-dessus, je la partage, mais en même temps, c'est parce que c'est intéressant de regarder peut-être les statistiques, de regarder aussi qui Kamaru Usman a battu dans sa superbe séquence victorieuse, qui Georges Saint-Pierre a battu durant la sienne également, parce qu'on parle bien sûr, vous avez deviné, de Georges Saint-Pierre, qui est le meilleur de tous les temps chez les 170 livres. Bref, et puis le débat a pris de l'ampleur, là, encore en raison bien sûr des commentaires de Dana White aussi. La question était sur toutes les lèvres. Beaucoup d'analystes ont écrit des articles à ce sujet-là également. Donc, je sais que toi, tu en as parlé. Vous en avez parlé durant l'émission samedi aussi. Bref, on va poursuivre la discussion. Les autres combats qui sont passés également du côté de l'UFC 258. Mais ici, Barber, entre autres, devra retourner à la planche à dessin. Là. The future is not now, hein, comme on dit. The Future, c'est son surnom. Et puis, ça n'a pas été trop bien pour elle. Et on va mettre la table sur le gala de ce samedi, gala mettant en vedette des poids lourds. On en parlait la semaine passée, on va continuer la discussion là-dessus. Là, les poids lourds très, très, très intéressants ces jours-ci du côté de l'UFC. Kamaru Usman, Pat, a fait des choses comme il se devait. Ça n'a pas été de tout repos, toutefois. Est-ce que tu y as cru, toi, au premier round, là, que Gilbert Burns pouvait lui passer le KO? Absolument, jusqu'à temps qu'il arrête. On dirait qu'il n'avait pas eu l'instinct du tueur. Et on en a parlé longtemps de ça. On en a parlé beaucoup. C'est deux anciens partenaires d'entraînement. Et je ne sais pas si ça a joué dans la balance quand il l'a ébranlé au premier round. Parce qu'il était mûr pour se faire passer une knock-out. Il était chambranlant. Puis Burns, il a laissé le temps de revenir. Il a laissé le temps de reprendre ses esprits, on dirait. Il n'a pas mis de la pression. Il ne voulait peut-être pas s'emporter. C'est un combat de 5 rounds. Peut-être qu'il ne voulait pas se brûler non plus. Mais il l'avait, là. À mon avis, il l'avait. Puis je ne sais pas. Je lance ça comme ça, mais je ne sais pas si le fait qu'ils se connaissent tellement bien, malgré que j'ai de la misère à croire à ça. Dans un combat, ça se passe tellement vite. Tu ne penses pas à ça. Tu veux gagner. Puis c'est lui qui avait envoyé le challenge en plus à Usman. Mais il reste qu'il a manqué son occasion parce qu'il l'a vraiment ébranlé au premier round. Puis tu parlais que Usman a fait les choses comme il se doit. Je pense que ça va le faire grandir beaucoup en tant qu'athlète, en tant que champion en combat comme ça, parce qu'il est revenu à de l'adversité, il a montré de la résilience, puis il a montré qu'il n'était pas battu. Tant que tu ne le finis pas, il va être capable de revenir. Puis ça, c'est une grande marque d'un champion. Oui, parce que, bon, comme on vient de le dire, il était ébranlé au premier round. Burns a failli, comme Pat dit, là, il était mûr pour se faire passer le KO. Là, les jambes ne tenaient plus nécessairement. Usman était en grande difficulté. Et finalement, a réussi à survivre à ce premier round-là. Il est revenu très fort au deuxième round avant de finir ça avec un KO technique au troisième round. Il a bien apporté les ajustements aussi proposés par son entraîneur Trevor Whitman qui combat gala après gala lorsqu'il est dans le coin. M'impressionne. Là. Je pense qu'il est en train de devenir ou de cimenter sa place comme peut-être le meilleur coach. À tout le moins pour apporter des ajustements. Apporter des ajustements dans le combat. On entend souvent, Pat, puis peut-être, regarde, je vais te la poser tout de suite la question, là, mais on entend souvent des coachs dire des platitudes ou plus des encouragements. Tu sais, durant les rounds, ça devient peut-être plus des cheerleaders, là, puis tu sais, t'es capable, respire, puis attention, reste pas, des affaires comme générales,
rentre pas trop proche de lui, le garde à distance, puis amène-le au sol, tu sais, puis sans rentrer dans le domaine technique, Trevor Whitman, lui, a toujours le bon conseil, a toujours la bonne technique, et on l'a vu avec Gagey contre Tony Ferguson, et là, on l'a vu encore une fois. Il a dit, utilise ton jab, et c'est exactement ça qui a fait la différence. Puis c'est pas compliqué, là, mais il faut le mettre en application aussi. Mais en tout cas, Trevor Whitman m'a impressionné. Là. Absolument. Moi, j'avais déjà dit à Fabio, mon coach, si tu me dis une fois de respirer comme conseil, on ne travaillera plus ensemble. Parce que ça, je le sais, qu'il faut que je respire. Tu comprends? Là? Amener quelque chose de mieux. Là, mais, by the way, il l'a jamais dit. Là, c'est juste parce que tu parlais de respirer. Non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que ça vient avec l'étude aussi du combattant, l'étude de l'adversaire aussi. Les entraîneurs, ils ont une job à faire sur la connaissance de leur propre poulain et la connaissance de leur adversaire. Donc, il y en a qui aiment ça se faire crier après dans le coin, ça les réveille. Il y en a qui aiment ça se faire parler calmement. Et il faut que tu t'ajustes à ton athlète. Tu sais, si tu arrives, moi, j'avais dit à Fabio, tu ne peux pas arriver dans le coin et me crier après, me donner une claque d'en face. Ça ne marche pas avec moi. Tu sais, ça va marcher avec quelqu'un d'autre. Mais ça, il faut vous en parler ensemble. Il faut que le combattant et l'homme de coin se connaissent quasiment par cœur. Parce que dans une situation de 1 minute, en 2 rounds, les 30 premières secondes, il n'y a aucune information qui rentre. Si tu t'assois et tu prends le temps juste de relaxer, de calmer, puis après ça, les 30 dernières secondes, là, tu es ouvert. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Il faut que ça soit des choses, des points qui sont précis, que vous avez déjà travaillé au gymnase, que vous êtes mis dans le trouble au gymnase aussi, parce que si cette situation-là arrive dans le combat, bien, on va savoir quoi faire aussi. Pour ça, dans le combat, des fois, on entend des codes aussi. Là. OK, bleu 5, 10, whatever. Tu sais, ça, c'est des combinaisons qu'on a pratiquées au gym, fait qu'on ne veut pas que l'adversaire sache qu'est-ce qu'on donne comme indication. Mais les hommes de coin ont un job extrêmement, surtout rendu à ce niveau-là, très important sur l'étude des combats, l'étude du combattant et ses forces, ses faiblesses. Et c'est 10 fois plus important là parce que les deux, ils se connaissent tellement, ils ont fait quasiment 300 rounds de sparring ensemble. Donc, il fallait trouver le détail qui allait faire la différence là-dedans. Puis, tu sais, c'est pas compliqué ce qu'on a demandé à faire à Ousmane. Là. Un jab. Pas mal la première affaire qu'on attend, on apprend en boxe. Sauf qu'il y a un excellent jab. Il a pincé avec son jab 2 fois que Burns est tombé ses fesses avec un jab. C'est un jab, c'est puissant. Mais c'est quelque chose qui est très sous-estimé parce que c'est le premier coup et on sent que c'est pas si important que ça. Quand tu as un bon jab, tu peux maîtriser n'importe quoi. Je veux revenir sur peut-être les erreurs commises par Gilbert Burns. Et tu me diras si tu es d'accord avec moi. Première erreur, comme tu l'as expliqué, c'est qu'il n'a pas mis assez de pression lorsqu'il a senti que Ousmane était en danger. Celle-là, je peux la comprendre parce qu'on a assez vu par le passé, là, des combattants qui sont un peu virés fous, qui ont dépensé toute leur énergie en essayant de foncer puis en essayant de finir un adversaire alors que ce n'était pas le moment. Donc, je peux peut-être comprendre pourquoi il ne l'a pas fait, même si avec le recul, il aurait dû. Là. L'autre chose, c'est lorsqu'on a passé peut-être 2 minutes et demie, Burns s'est retrouvé au sol et Ousmane n'a jamais voulu le suivre. Et Ousmane était ébranlé à ce moment-là. Il y a eu un renversement de situation à un moment donné, puis Burns est resté et s'est retrouvé sur son dos. Et lui, on sait qu'il est très fort en jiu-jitsu. Il a tenté, j'ai l'impression, de voir si Ousmane allait vouloir le suivre. Finalement, ça ne s'est jamais fait, mais de un, Burns aurait dû se relever plus rapidement. Il a été très, très, très passif. Ça a donné la chance à Ousmane de reprendre ses esprits. Et Herb Dean a été très patient aussi, l'arbitre. Et ça a donné un avantage également à Ousmane de reprendre ses esprits. Donc, est-ce qu'il faut blâmer un petit peu aussi Herb Dean dans tout ça? Moi, je crois que oui. Parce que, en même temps, tu ne veux pas donner l'avantage à lui qui est au sol, mais la raison pourquoi il ne s'est pas relevé, c'est qu'il n'y avait pas d'espace pour se relever. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu te relèves, tu es obligé de mettre une main au sol, ça c'est sûr et certain. Là, si tu es à distance de frappe, Ousmane, il rush, puis il va le pincer. Mais il n'y avait pas de distance assez pour se relever. Il a essayé une espèce de cartwheel à la tête aussi, ça c'était vraiment bien. Mais Ousmane était tout le temps trop près pour pouvoir qu'il se relève en sécurité, là, sans tomber vraiment dans une position ultra vulnérable. Absolument raison, les arbitres ne sont pas constants
que ce soit le premier ou le 5e round. On est beaucoup plus patient en début de combat qu'on est patient en fin de combat. En fin de combat, on aurait fait relever les 2 combattants. Ça, c'est sûr et certain, ou pas les 2, là, mais Burns, on l'aurait fait relever, c'est sûr. À un moment donné, il y a un règlement qui existe, écrit, et le règlement, c'est le refus de combat. Et ça, le refus de combat, moi, dans cette situation-là, je comprends qu'il donne des coups de pied aux jambes. Ça, c'est correct. Tu peux le laisser travailler un peu. Mais s'il n'y a pas d'avancement sur la position, s'il n'y a pas de dommage qu'on veut faire comme tel, bien, c'est ça le règlement quand on est au sol. Donc, s'il y a un refus de combat de suivre ton adversaire au sol, l'arbitre doit s'interposer et de remettre les 2 combattants debout. Moi, les opinions peuvent changer là-dessus. Moi, c'est ça que je crois. Je crois qu'on a été un petit peu trop patient sur le fait qu'on a laissé quasiment 2 minutes et demie au sol, puis il y avait juste des coups de pied dans les jambes qui se faisaient, il n'y avait rien, puis on voyait clairement. Puis c'est pas parce que Burns se défendait contre Usman qui voulait aller au sol avec. Usman ne voulait pas aller au sol avec. Ça paraissait, on le voyait. Donc, dans cette situation-là, je pense que Herb Dean aurait dû intervenir. Donc, ça a été un point tournant un des points tournants du combat. Rien enlevé à Kamaru Usman quand même, qui a reçu des coups et qui est revenu très, très fort. Et à partir du 2e round, ça a été son combat et il en a fini avec Gilbert Burns, qui était dévasté par ailleurs. Lui, il l'a senti. Elle va faire mal, celle-là, parce qu'il a passé proche de causer une immense surprise, une des plus grandes surprises peut-être ça aurait été une des grandes surprises de l'année, là, que Burns batte Kamaru Usman, lui fasse subir une première défaite à l'UFC, une première en 13 combats. Et il est passé vraiment à ça, et je pense ça va être dur à avaler parce qu'il va le sentir qu'il a laissé passer une opportunité en or là aussi. Ben oui, parce qu'il y a plein de choses qui sont impliquées là-dedans. De un, il y avait le combat de championnat du monde. De 2, c'est lui qui a challengé son coéquipier, qui a forcé Usman à quitter l'équipe pour s'en aller ailleurs, même si c'était déjà peut-être dans les plans d'Usman, ce qu'il disait, mais c'est ça qui a vraiment fait le breakpoint qu'on dit. Donc, c'est ça. Et c'était des amis avant. Donc, tout ça, pendant des mois, ça a tombé. C'est sûr que lui, là, il s'est mis de la pression énorme. En même temps, le gars est classé numéro 1. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va aller s'amuser à gauche, à droite. Tout le monde fait ça pour être champion. À un moment donné, il faut que tu comprennes que c'est de la business aussi. Tu vas aller te taper dessus pendant 15 ou 25 minutes, mais c'est de la business. Après ça devrait arrêter. À un moment donné, Puis Usman n'a pas trop chialé non plus. C'est pas comme si Usman avait dit non, je me battrai jamais contre Gilbert Burns. Donc, ça n'a pas été trop compliqué, les négociations, parce que les deux comprenaient que oui, on est des coéquipiers, c'est pas l'idéal, mais on est les deux dans les mêmes catégories de poids, puis effectivement, c'est... Non, mais c'est ça, mais tu sais, c'est juste que... La situation dicte le fait qu'on doit croiser le fer. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je parlais pourquoi c'est dur à prendre pour Burns, c'est tout à cause de ça. Parce que c'est lui qui a initié tout ce que je viens de vous mentionner, c'est à cause de lui. Et finalement, au bout de la ligne, il n'est pas capable d'aller boucler la boucle et il s'en va chez eux en perdant. Puis là, on ne sait pas si ils vont devenir amis, on ne sait pas s'il a perdu un chum, on ne sait pas s'il a perdu un partenaire d'entraînement, on ne sait pas s'il a brisé l'équipe pour toujours avec Usman. Écoute, je pense qu'Usman ne reviendra pas. Là. Je pense qu'il a trouvé, comme tu disais, avec Trevor, il a trouvé une bonne place aussi pour construire sa carrière. Mais tout à cause de ça, on l'a vu qu'il était complètement détruit et qu'il a passé proche. C'est comme toutes ces émotions-là qui retombent d'un seul coup, là, en fait, aussi, c'est ça. Le build-up, c'était pas un combat de championnat normal, effectivement, à cause de leur historique et tout ça. Donc, ajoute à ça la défaite, ajoute à ça l'historique, ajoute à ça le fait que tu es passé super proche. On comprend que c'est ça. Quand ça retombe, puis que, là, j'avoue que tu peux passer par toute la gamme des émotions, effectivement. La suite, peut-être, pour Usman, le champion, c'était sa 4e défense de titre. Je ne m'abuse. 3e, donc une victoire plus 3 défenses. Là, lui, c'est assez clair après le combat. Il voudrait régler son cas, même s'il l'a déjà battu il y a 2 combats maintenant, c'est très récent. Jorge Masvidal. Il trouve que ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Il voudrait faire ça de façon plus convaincante. C'est plus parce que Masvidal, il ne se la ferme pas. Là. Il a dit qu'il avait tenu le champion, il avait cassé le nez seulement avec 6 jours de préparation.
Je me souviens pas qu'il a cassé le nez. Je ne sais pas si je n'étais pas au courant de ça. Mais c'est juste parce que c'est ça. Masvidal voudrait un autre combat de championnat du monde avec un vrai camp d'entraînement qui arrive là très près. C'est vrai qu'il n'était pas en top shape. Là. On l'a vu, ça a été difficile de terminer le combat. Mais c'est pour ça qu'il a lancé le challenge à Masvidal. Encore une fois, le grand oublié là-dedans, Leon Edwards, qui doit être chez eux et dire qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben là, la bonne nouvelle pour lui, c'est que son nom est mentionné. Le patron, Dana White, il n'a pas parlé de combat de championnat. Là. Je pense que Dana White aimerait mieux faire Covington contre Edwards, mais il dit clairement je veux récompenser Edwards parce que un trooper, il y a 8 victoires de suite. Covington a dit aujourd'hui qu'il ne faisait pas de combat de charité. Non, je sais, c'est ça. Mais comme tu dis, c'est le grand oublié, mais est-ce que dans ce cas-là, il devrait être le fait qu'il devait affronter Khamzat Chimaev, que personne ne veut affronter, avec Dana White, apparemment, c'est un gros argument de poids de dire ce gars-là, il a accepté le combat que personne ne voulait, donc, encore une fois, le combat est tombé à l'eau, mais Edwards doit être récompensé. Donc, est-ce qu'on en est rendu là? Est-ce qu'Edwards devrait avoir la chance au titre ou on devrait faire un combat d'aspirant numéro 1 avec Covington, avec Masvidal? Edwards avec Covington, Edwards avec Masvidal, Edwards... Parce que, tu regardes ceux qui sont dans qui pourraient se battre contre... qui ne s'est jamais battu contre... c'est pas vrai. Edwards s'est déjà battu contre Ousmane. Son premier combat. Ça fait longtemps. Ça pourrait être une belle histoire aussi qu'on fait avec ça, un combat revanche. Mais tu sais, tu as Ousmane. Après ça, les autres qu'Ousmane n'a pas battu, je pense que ça monte à Stephen Thompson. Puis je ne sais pas c'est qui l'autre après. Mais, tu sais, je veux dire, Stephen Thompson a déjà eu un combat de championnat du monde aussi. Tu sais, 2 fois même. Fait que, écoute, c'est plate. Moi, j'aimerais pas ça être dans sa situation. Puis tu disais qu'il a accepté le combat, que personne ne voulait se battre contre Chimaev. On va te dire, il n'y avait pas bien le choix. T'sais, parce qu'avant que ce combat-là arrive, il y avait plein de combattants qui avaient des combats. Puis lui, on l'oubliait. Puis à un moment donné, lui, il voulait se battre, il voulait travailler. Fait qu'on a dit, OK, tu veux te battre? Ben, le seul combat qu'on te propose, ben, c'est Chimaev. C'est un peu ça qui est arrivé, pourquoi il se battait contre lui. Je veux dire, ça n'a aucune logique que Chimaev, même si on sait que c'est une machine, là, il est très, très fort, qui n'est même pas dans le top 5, même pas dans le top 15, va aller se battre contre l'aspirant numéro 3, Leon Edwards, qui est une séquence de 8 victoires, je pense, ou quelque chose de même. Hein. Ça n'a aucune logique. Fait que, moi, si j'avais été Edwards, j'aurais été vraiment en maudit, là, pour être très poli, que l'UFC veuille monter Chimaev sur mon nom à moi. Ben ouais. Je l'aurais pris personnel en maudit. Ben, c'est probablement ça qu'il a fait. Puis, mais c'est ça, c'est difficile pour lui de faire valoir son point. Il n'est pas très populaire, puis il n'est pas très excitant non plus à regarder. Ouais, puis tu sais, il a essayé de faire du trash talk un peu sur ses réseaux sociaux, ça marche pas. Tu vois que c'est maladroit, ça marche pas. Mais il essaye ce qu'il peut, là, parce qu'il est à court de ressources. Ben, c'est ça. Puis là, j'ai vu ce matin, je ne sais pas si tu as vu, mais puis ça demeure, puis on n'en parlera pas longtemps, là, parce que je pense pas que ça va arriver, mais des gens qui disent que le seul, maintenant, pour Ousmane, il ne reste pas grand-chose à 170 livres, tu l'as bien expliqué, après 13 victoires de suite, et après avoir fait le tour du top 5, là, ou à peu près avoir battu tout le monde dans le top 5. Il y a des gens qui disent que ce serait simplement Khabib, la seule option, un catchweight. Et ce serait peut-être Habib. Pour Habib, ça demeure un défi intéressant, un super bon lutteur et tout ça. Mais comme je dis, ça ne va pas arriver, mais on est rendu là. On est rendu là pour essayer de trouver des options. Là. Ouais, on va te dire, là, Habib, là, il s'en fout pas mal là, de Ousmane. C'est pas un combat. Tu sais, Ousmane, là, puis le monde, là, ils vont penser que j'aime pas Ousmane puis que je parle contre lui. Là, mais c'est pas ça. C'est juste que c'est pas un grand vendeur. Je pense pas. Tu sais, Nurmagomedov, s'il revient, il va revenir par son grand vendeur, faire quelque chose qui va marquer l'histoire. Tu sais, je veux bien croire là, que Ousmane, puis là, on va en parler là, bientôt là, du GOAT. Tu sais, Ousmane, je veux bien croire qu'il est sur une séquence de victoires, puis là, il a défendu son titre 3 reprises. Mais, écoute, à mon avis, puis je vais l'expliquer tantôt, il n'est pas proche de ce que Georges a fait. Il ne vend pas comme Georges. Puis on va parler des adversaires aussi tantôt. On va revenir, là, mais
Je veux dire, mon point, vous allez le comprendre. Vous n'êtes pas obligé de le partager, mais les faits sont là, puis crème, c'est pas moi qui les ai inventés. Regarde, on est rendu là, Pat, là. Dana White a dit après le combat que c'est indéniable dans son esprit à lui que Kamaru Usman va devenir le meilleur mi-moyen de tous les temps, devant Georges Saint-Pierre. Il n'a pas dit il est, il a dit il va devenir. Parce que, visiblement, on ne voit pas qui peut battre Kamaru Usman présentement à 170 livres. Il a, je le répète, 13 victoires de suite. Ça égale une marque de Georges Saint-Pierre, mais Georges, sa 13e victoire était survenue à 185 livres. On s'en rappelle lorsqu'il est allé chercher le titre contre Michael Bisping. Donc, pour Georges, pour terminer sa carrière, c'était 12 victoires consécutives à 170 livres, plus une à 185. Usman est rendu à 13 consécutives à 170. Le record absolu du nombre de victoires consécutives, c'est Anderson Silva avec 16. Il y a une séquence qui est toujours active de John Jones à 14, mais Jones a là-dedans un no contest, une nulle technique. Donc, je sais. C'est comme si le combat n'avait jamais eu lieu. Là. Donc, c'est pour ça que sa séquence est encore active, mais elle a un petit astérisque au bout. Puis je veux peut-être t'entendre là-dessus plus précisément, parce que moi, j'ai fait un reportage là-dessus. Il y a quelques statistiques dans lesquelles Kamaru Usman, les victoires consécutives, le temps de contrôle dans l'octogone, les coups significatifs, il est à veille de rattraper Georges aussi. Il se compare avantageusement, peut-être dans quelques catégories, à Georges. Il n'est vraiment pas rendu près de lui au niveau des défenses. Et ça, je pense que c'est ton gros point également. Mais je veux peut-être t'entendre juste avant ça sur le point d'être vendeur. Parce que moi, je ne trouve pas que ça n'a aucun rapport. Les gens me l'ont écrit sur Twitter. Il rattrapera jamais, il atteindra jamais le statut de GOAT, le statut de Georges Saint-Pierre parce qu'il n'est pas assez vendeur. Georges vendait. Dans ma tête, la popularité et le talent et la domination, la dominance, je ne fais pas trop la corrélation. Pour toi, c'est important? Non, mais c'est parce que ça vient rajouter à ce que moi je pense. Okay. Encore aujourd'hui, je me suis assisté un petit peu sur Twitter avec du monde, j'ai comme lancé ça. Puis, parce que sur un autre site, on disait que le débat qui est le GOAT maintenant entre Georges et Kamaru Usman. J'ai dit, il n'y a aucune comparaison présentement. Usman pourrait le devenir. Tu as absolument raison. Présentement, on est loin d'avoir ces comparaisons-là. Georges a défendu 9 fois son titre avec succès. A battu Matthews 2 fois, BJ Penn 2 fois, a battu des Jake Shield, des John Finch, des Carlos Condit, des Nick Diaz quand ils étaient à leur prime. Écoute, là, je commençais à parler de ça, puis elle dit, ouais, mais dans ce temps-là, aujourd'hui, il n'y en a pas un de là-dedans qui battrait le top 5 aujourd'hui. Tu ne peux pas comparer les époques. C'est pas comme ça marche. Tu compares les faits sur papier. Les faits, c'est qu'il a tout le temps défendu son titre avec succès pendant 9 fois. Il était champion dans 2 catégories de poids différentes. Usman, je comprends qu'il y a une belle séquence, mais regarde les adversaires. Puis les adversaires aujourd'hui, là, aussi encore, là, on dit, regarde les époques. OK, mais à l'époque de Georges, les BJ Penn, les Matthews, c'est Carlos Condit, c'était tous des animaux. C'était tous des gars qui étaient incroyables. C'était des tueurs. Hein? C'était des tueurs. Là. À 170 livres, là, dans le temps de Georges, là, à mon avis, le talent était beaucoup plus élevé en ratio qu'aujourd'hui. Puis si je ne veux pas manquer de respect aujourd'hui aux 170 livres qui sont dans l'UFC, mais à mon avis, ça ne se compare pas. Puis là, il y en a qui vont dire ouais, des BJ Penn, c'est un 155 livres. Matt Serra, who cares? On s'en fout, là, tu sais, que si c'était un 155 ou si c'était un 140. Il se battait à 170, pareil. Puis Georges, il l'a battu quand même. Donc, tu sais, je trouve ça difficile de prouver mon point si tu t'arrêtes pas aux faits qui sont écrits, puis c'est pas moi qui les invente. Quand tu te regardes les faits, c'est ça. Tu sais, tu regardes la séquence de victoire de Usman. Oui, il y a des bons noms, il y a des bons combattants là-dedans. Mais là, je veux dire, il y en a beaucoup qui on ne se souvient pas, on ne sait pas c'est qui, là. Mais regarde la séquence de victoire de Georges, là. Et puis là, en plus, il y en a qui disaient ouais, mais Georges, il a eu son premier combat de championnat du monde après 4 combats, tu sais. Ousmane, il a fallu qu'il attende 9 combats ou je ne sais pas trop quoi.
Fait que, tu sais, c'est normal qu'il a défendu plus de fois. Quel point d'épais? Je comprends pas. Tu sais, je dis, non, mais je dis, il a eu son combat de championnat du monde parce qu'il l'a mérité, parce qu'il était arrivé, puis c'était le joyau. C'était quelqu'un qui battait tout le monde. Il a quasiment battu. Il est arrivé, puis il battait ses adversaires en début de carrière, il les finissait, il les battait, il les dominait déjà. Donc, tu sais, je sais pas, là. Tu sais, c'est sûr que j'ai l'air d'un partisan parce que Georges, c'est un Québécois, puis je défends mon point. Mais la réalité, c'est que regarde les faits sur papier, ils sont là. Je comprends pas comment tu fais pour pas comprendre ça quand tu regardes qu'est-ce qui est écrit et les faits, dans le fond. Je suis entièrement d'accord avec toi, puis je vais me répéter. Je pense que l'argument numéro 1, c'est les défenses de titre. Puis ça, comme je l'ai dit, Ousmane, et puis il y a des croûtes à manger avant d'arriver là. Puis il y a juste le temps qui va lui permettre d'arriver là. Puis je pense que c'est possible pour lui d'y arriver parce que, honnêtement, il est dominant. Puis c'est pas parce qu'on dit, puis c'est pas parce que tu dis, puis que je suis d'accord avec toi que Georges est le meilleur présentement de tous les temps. Ça n'enlève absolument rien au talent de Kamaru Ousmane présentement et à sa séquence. Puis, pour devenir le GOAT, pour devenir le meilleur de tous les temps, ben, le mot-clé, c'est temps. Il a besoin de temps, puis il va peut-être le devenir. Puis même Georges a été très... Vas-y. Tu sais, Ben, moi, puis ça, c'est vraiment ma perception à moi, moi, je pense que pour être un GOAT, il faut être perdu. Il faut que tu te sois relevé encore plus fort que quand tu as perdu. Et surtout, Georges a battu les deux qu'il a battu dans sa carrière. Donc, moi quand tu démontres un aspect de résilience, tu es capable de revenir 2 fois plus fort après avoir perdu, moi, ça démontre que tu es un vrai champion. Puis là, je ne veux pas rien enlever. Je veux dire, Nurmagomedov fait quand même 30-0, quasiment 29-0. C'est écœurant. C'est vraiment très, très fort. Mais s'il perd, comment il va être capable de revenir? Moi, c'est ça. Moi, je vois plus dans la mentalité du champion de comment tu es capable de revenir dans l'adversité. Pour moi, c'est ça, un vrai gars. Oui, effectivement. Et Georges, comme tu l'as bien dit, ces 2 défaites contre des légendes, Sarah et Hughes, il les a vengés les 2. Et juste le fait, puis il en a parlé aussi samedi. Puis Georges, by the way, nous, on s'enflamme là sur ces. Puis les gens s'enflamment sur ces débats-là. Puis Georges était là samedi avec toi et JP. Puis tu sais, moi que ça ne l'énerve pas ben lui là. Tu sais, comme lui, il est très. J'admire comment il prend ça. Puis il dit, regarde, s'il me dépasse, l'une des premières choses qu'il a dit, il dit les records sont faits pour être battus. Donc bonne chance à Kamaru Ousmane. Effectivement, c'est une très bonne mentalité à avoir. Puis tu sais, lui aussi, il admet que Ousmane est bon. Puis, il y a tant de parallèles à faire entre les deux. Moi, je pense que, tu sais, Georges a peut-être tracé une voie, puis c'est beau de voir un champion comme Ousmane être dans ses traces. Un gars qui n'était pas reconnu pour être... Un gars qui n'était pas reconnu pour son combat debout. Un très bon lutteur, un gars ultra fort physiquement, un athlète incroyable, tout comme Georges, reconnu pour étouffer ses adversaires au corps à corps et au sol, comme Georges l'était, qui a amélioré son combat debout, comme Georges le fait. Il a fait les efforts pour le faire, pour réussir à gagner contre des spécialistes de jiu-jitsu, des spécialistes de lutte, avec son kickboxing, avec sa boxe, avec ses coups de pied. Il y a tellement de beaux parallèles à faire entre ces 2 champions-là. Les mettre en opposition, c'est pas la seule chose là, qu'il faut faire là, à ce niveau-là. Donc, mais force est d'admettre que Ousmane, honnêtement, à 170, puis c'est difficile de comparer les époques et tout ça, mais j'ai tendance à être d'accord avec toi que le top 5 à 170, présentement, je l'ai en tête. Je sais c'est qui à peu près, mais de 10 à 20, j'ai pas trop de noms là, qui me disent OK, c'est la prochaine vedette, à part peut-être Chimaev. J'ai l'impression que la profondeur dans cette division-là est moins grande qu'elle ne l'était à l'époque de Georges. Là. Ça joue peut-être aussi, effectivement. Moi, c'est ce que je crois, puis honnêtement, je vais dire déjà fort, peut-être qu'ils vont choquer bien du monde, mais même aujourd'hui, Georges, si tu lui donnes un camp d'entraînement de 2 mois, là, à mon avis, il bat toute la moitié du roster du top 15. Il est encore en très bonne forme physique. C'est ça, le top 5. Est-ce qu'il battrait... Est-ce que... Puis là, j'ai une idée de ta réponse, mais je vais te la poser pareil.
est-ce que Georges Saint-Pierre, à son prime, avec les connaissances qu'il avait à l'époque, à son prime, on parle peut-être de 2012, 2013, peut-être 2010, 2011, battrait Kamaru Usman de 2020-2021? À mon avis, oui. Je pense que Georges a plus d'outils dans son coffre, avec les coups de pied, avec sa variation d'attaque au debout, avec des Superman Punch, des choses comme ça. Et sa lutte est très différente que de la lutte de Kamaru Usman. C'est de la lutte technique, un peu comme Nurmagomedov. Donc, Georges, là, tout le monde savait qu'il voulait l'envoyer à terre. On s'entraînait pendant des mois pour ne pas se faire envoyer à terre. Qu'est-ce qui arrivait? Le monde finissait sur le cul. Fait que moi, je pense que les deux à leur prime, je vais aller du côté de Georges à cause de ses connaissances au niveau de la lutte qui est différente complètement de Usman, mais aussi son jeu au sol avec les soumissions beaucoup plus élevées que ceux-là de Usman. Au niveau du combat debout, je pense que Georges a plus d'outils, il a plus d'armes qu'il peut utiliser. Il est moins unidimensionnel avec seulement les bras. En tout cas, on va conclure là-dessus parce que là, le temps file. Puis c'est des discussions super intéressantes. Puis ça fait partie du plaisir de discuter de sport, c'est de comparer les athlètes, de comparer les époques aussi. Mais les gens qui disent que Kamaru Usman est plate, les gens qui disent que tout ce qu'il fait, c'est juste grinder pendant 5 rounds. Là. C'est arrivé dans ses derniers combats, là, c'est arrivé une fois là, contre Woodley. Je suis d'accord, c'était peut-être pas super le fun. Après, il a complètement changé. Son combat contre Covington, incroyable. Son combat contre Masvidal, un peu flat, mais ça ne s'est pas passé au sol. Au moins, c'était debout, puis il y avait quand même un peu d'action. Il a touché la cible pratiquement 100 fois. Puis là, il a passé le KO quand même là, à Gilbert Burns. Donc, Georges avait la même. C'est ça. Georges avait la même critique là, aussi. Vers la fin, là, c'était comme il est passé où, Rush? Tout ce qu'il fait, c'est amener ses gars au sol, puis les contrôler, puis gagner une décision. C'est la recette du succès. Chaque combat est différent. Quand il est revenu, Georges, il a gagné par soumission. On oublie là, après ça les critiques de dire que pendant il a gagné 8 décisions de suite à un moment donné. Là, alors, on l'oublie parce qu'il a gagné une fois par soumission. Même affaire avec Ousmane. Il est plate. Wow, incroyable KO technique au 3e round. T'es tout le temps bon comme ton dernier combat. Mais au bout de la ligne, si t'es pas content, entraîne-toi et va le battre. Je veux dire, les critiques à un moment donné. Puis quand t'es champion, là, c'est dur. Là. Tout le monde s'entraîne de te péter la gueule. Fait que faut que tu sois tout le temps bon. Tu peux pas avoir de night off. Tu peux pas avoir une mauvaise soirée quand t'es champion. Faut tout le temps que tu sois ça coche. Puis, au bout de la ligne, à un moment donné, quand t'as une soirée peut-être qui arrive moins bien, t'affiles un peu moins, ben, tu t'en vas dans tes instincts. Fait que c'est sûr que tu t'en vas au niveau de Georges, tu t'en vas de la lutte, tu contrôles ton adversaire. Et tu finis le combat, puis t'es pas magané, tu t'es pas fait toucher. Là. Mais pour un combattant, c'est le fun. Hein. Je veux dire, t'as reçu moins de coups de poing sur la tête. Puis, je veux dire, les autres avaient juste été capables de défendre les amener au sol. Puis c'est la même chose pour Ousmane. Hein. 100%. Donc, bref, on espère que ce petit débat vous a. En fait, ce long débat, parce qu'on a quand même fait un long détour là-dessus. Mais comme je vous dis, ça fait jaser tout ça. Ce qui nous amène à se dépêcher peut-être un petit peu pour la suite, Pat. De toute façon, c'est peut-être moins excitant là, aussi de parler de Maycee Barber qui a eu une dose de réalité, une deuxième. Maycee Barber, si vous la replacez pas, c'est celle qui disait « Je veux être la plus jeune championne de l'histoire de l'UFC à 21, 22 ans. » Finalement, elle a perdu son dernier combat en se blessant à un genou gravement, sérieusement. Elle a passé 1 an sur la touche. Son dernier combat, c'était contre Roxanne Modafferi. Elle a été blessée, c'est ça, un ligament. Elle est revenue 13 mois plus tard contre Alexa Grasso et c'est pas fait donner une volée, là. Je dirais pas ça comme ça, mais elle n'est pas passé proche de gagner. Puis on a vu que l'expérience de Grasso a le dessus. Donc, tu sais, peut-être une dose d'humilité puis un retour à la table à dessin de dire elle a le talent, mais à un moment donné, faut mettre des choses en place là aussi. Ben, on voyait que Barber voulait trop en faire. C'est simple, c'était juste ça. Elle voulait revenir, puis elle voulait trop en faire. Elle était très nerveuse, elle bougeait, puis maintenant, c'était tellement dur de la suivre. Là, maintenant, elle va se calmer, maintenant, ça va arrêter. Non, puis au l'autre bord, Grasso, les mains bien hautes, super compact, super calme. Elle a fait un combat parfait. Écoute, ça a été chercher une grosse victoire, Grasso. Et c'est vrai, pour Barber, 2 défaites de suite, ses 2 premières en carrière. C'est vrai, elle a le talent, elle a encore juste 22 ans. L'UFC croit beaucoup en elle, Dana White l'aime beaucoup. Mais c'est ça, on va voir comment elle va être capable de réagir dans l'adversité aussi. Parce que d'un coup, c'était une blessure. Là, elle a perdu le combat. Elle est en très bonne forme physique, même mieux, en meilleure forme physique à ses derniers combats.
mais trop, je pense qu'elle voulait trop en faire. Elle voulait trop en faire. Elle voulait tout faire en même temps, on dirait. On dirait qu'elle voulait tout faire en même temps, puis à un moment donné, il n'y a rien qui se passe. Puis elle manquait beaucoup de précision aussi. Manquait beaucoup de précision. Comme tu dis, Grasso a gardé son calme, a bien géré la situation. Puis, c'est ça. Il n'y a rien qui remplace l'expérience à un moment donné. Puis, dans ce sport-là, c'est vrai dans les arts martiaux mixtes comme dans d'autres sports. Tu as beau être le meilleur athlète, tu as beau avoir la force de la jeunesse, la vivacité de la jeunesse, ta réaction dans l'octogone, puis l'adaptation là, dans un combat. C'est juste l'expérience qui va l'acheter. Puis ça, tu es du côté de Grasso. Cette fin de semaine. Kelvin Gastelum qui a mis fin à sa séquence de défaites, Pat aussi, lui, ça va lui faire du bien. C'est 3 défaites. C'est pas contre des pieds de céleri, mais 3 défaites, peu importe contre qui, ça fait mal. Jan Heinisch a réussi à trouver le moyen d'aller chercher la victoire. Puis peut-être un peu pour faire écho à ce que tu viens de dire par rapport à Grasso et à Barber. J'ai l'impression que dans ce cas-ci, c'est Gastelum qui a gardé son calme. Heinisch est un bon athlète. Heinisch a tenté des choses, mais lui aussi était peut-être un peu brouillon. Puis quand c'était le temps d'aller au sol, Gastelum est allé au sol. Quand c'était le temps de bien réagir contre les tentatives d'amener au sol de son adversaire ou les attaques d'Heinisch, Gastelum a bien réagi aussi. Donc, on a vu également une belle maturité. C'était loin d'être excitant comme combat, mais Gastelum, au moins, a peut-être sauvé sa job. Là, ou... Ben, c'est ça. Il était 3 défaites de suite. Là, fait, il fallait qu'il aille chercher le W. C'est la seule affaire qui passait dans sa tête, d'aller chercher la victoire. Je pense qu'Heinisch a été surpris par peut-être la stratégie de Gastelum. Gastelum, ses derniers combats, il a knocké Belfort, il a knocké Bisping. Là, il aimait ça rester debout. Il faisait souvent les mêmes attaques, mais il était ultra rapide avec ses mains. Là, il a décidé de lutter, de contrer le jeu debout de Heinisch avec sa lutte. Je pense que ça l'a vraiment déstabilisé Jan Heinisch, qui n'a jamais vraiment été dans le combat, pour être bien franc. Non, je suis entièrement d'accord. Puis, donc, c'est ça. Ça permet à Gastelum de garder sa place peut-être dans le top 10, puis de rester dans la discussion là, éventuellement pour un possible retour. Il n'est plus jeune. En fait, il n'est pas vieux. Là, il est encore en bas de 30 ans. Ça fait un certain temps qu'il est à l'UFC, par contre. Donc, est-ce qu'il lui reste un autre run au titre, comme on dit en bon québécois, à suivre pour Kelvin Gastelum? Avant de passer au gala de cette fin de semaine, Pat, et ça a fait beaucoup jaser, Anthony Hernandez qui a réussi à passer une soumission à Rodolfo Vieira. Et là, j'ai pas son palmarès officiel, là, Vieira, mais Vieira, c'est un grappler. Un gars de multiple champion du monde de grappling. 9 fois? 7. 7 fois, donc tu vois, puis je pense que c'était du 300 contre 1, là, une soumission. 3000. C'était 3000 contre 1, donc ça vient... c'est 30 fois ta mise, dans le fond. C'était lui qui était le plus sous-estimé. C'était plus 3000. C'était 30 fois ta mise. Donc 30 contre 1, mais plus 3000 d'une soumission de Hernandez contre Vieira. C'est sûr que c'était unexpected. Personne ne s'attendait à ça. Mais la beauté des arts martiaux mixtes, c'est que tu peux mettre des frappes aussi. Donc, il a passé à travers le premier round. Hein, parce que Vieira était par-dessus lui et il essayait de l'étouffer, mais il a survécu. En combat de Jiu-Jitsu, jamais ça serait arrivé. Jamais que Hernandez aurait passé une soumission, aurait soumis son adversaire, là, Vieira. Jamais. Mais en arts martiaux mixtes, Vieira s'est complètement brûlé au premier round. Il ne restait plus rien. Il était invaincu en 7 combats. L'expérience de la défaite aussi, il avait fini ses adversaires 5 fois au premier round aussi. Fait que, il n'y a pas beaucoup d'expérience dans l'octogone. Ils avaient tous terminé avant la limite. Ce qui fait que du temps de combat, tu n'en achètes pas. Il faut que tu en vives. Là, il en a vécu. Puis il m'a dit de quoi ça a été. Et lui, là, pour voir aujourd'hui, il file pas bien. Il va pas bien, lui. On t'a dit, là, ils ont perdu par soumission face à Hernandez, qui était une ceinture violet en Jiu-Jitsu brésilien. Je te dirais qu'il y a peut-être qu'il marche les yeux baissés un peu. C'est ça. Est-ce qu'il va retourner au gym? Est-ce qu'il va se faire écœurer par les autres? Sûrement pas parce que c'est Vieira. Je veux dire, il a prouvé son point quand même que c'est une fois champion du monde. Mais je pense que c'est plus pour lui. C'est plus une affaire de fierté personnelle. Fait que c'est sûr que ça. Il a sûrement eu de la misère à dormir ce soir. Ouais. Et lui, il ne devait pas s'en attendre non plus. Mais comme tu dis, c'est la beauté des arts martiaux mixtes. Puis
tout peut arriver, donc c'est spectaculaire. Puis il a fallu apparemment qu'Hernandez là, un peu s'ostine avec ses coachs, là, puis les coachs ils voulaient rien savoir d'aller au sol. Il était comme évite ça le plus possible. Ouais. Lui, il était comme non, je pense que je vais être capable. Si ça va au sol, je vais être capable, puis comme de fait. C'est brûlé. Puis, tu sais, l'affaire, on en a déjà parlé, hein. Tu sais, passer une soumission, là. Tu sais, quand ton adversaire tape, il dit OK, you got me, tu m'as eu, t'as été plus fort que moi, là. Imagine, il fait ça, c'est Vieira qui te tape dessus, là. Lui, en tout cas, lui non plus, il n'a pas dormi de la nuit, c'est sûr, Hernandez, mais pour différentes raisons. Pour d'autres raisons. C'est ça. OK, Pat, Curtis Blades contre Derek Lewis cette fin de semaine. C'est la finale du gala qui sera présenté sur les ondes de RDS2 ce week-end. Blades est numéro 2. Il a 4 victoires de suite. Lui, c'est pas compliqué. Ses seules défaites en carrière, c'est contre Francis Ngannou, Curtis Blades. Donc, c'est un combattant de l'élite. Dans le top 3 mondial, assurément. Il est classé numéro 2, là, mais nul doute qu'il est dans le top 3 mondial chez les poids lourds en arts martiaux mixtes. Même chose pour Derek Lewis, qui lui a 3 victoires de suite. Et qui est classé numéro 4. Donc, un combat très, très, très important pour les deux gars. Je pense que Blades a plus d'outils que Derek Lewis pour remporter ce combat-là. Tout le monde a plus d'outils que Derek Lewis dans les poids lourds. Mais c'est que Derek Lewis, on l'aime, c'est un personnage, mais il est quand même athlétique. On voit des fois qu'il lance des coups de pied dans la tête. Ouais. Il n'y a pas juste une grosse main arrière. C'est sûr que c'est pas le gars qui est le plus mobile, c'est pas le gars qui est le plus en forme. Oui, s'il touche, ben, tu peux faire de dos assez facilement. C'est un entertainer. Oui, c'est de même que j'appelle ça, mais il fait partie quand même du top 5 mondial de l'UFC chez les poids lourds. Oui, tu as raison, Curtis Blades a beaucoup plus d'outils. Il faut qu'ils utilisent aussi. S'il rentre d'une guerre comme pourquoi avec Derek Lewis, pas bien intelligent. Là. Fait que, il faut c'est un bon lutteur, Curtis Blades. Il faut qu'il utilise sa lutte, travailler en ground and pound peut-être. Mais il faut vraiment qu'il utilise tous ses outils pour battre Lewis qui est un peu plus démuni envers les outils d'être un artiste des arts martiaux, là, vraiment. Ouais. Parce que Lewis, c'est ça, on a vu que quand ça va au sol, c'est vraiment pas son univers, là, notamment contre Daniel Cormier. Est-ce que Blades a la lutte de Daniel Cormier? Probablement pas. Est-ce qu'il veut aller au sol? Il va peut-être essayer, ou à tout le moins contrôler dans le clinch. Assurément, il faut qu'il essaye de. Faut pas qu'il reste à une distance de frappe où Lewis peut déployer de la puissance. C'est vrai pour les deux, là, parce que chez les lourds, n'importe qui est capable de coucher n'importe qui, ou je veux dire, un coup de poing d'un poids lourd avec des petits gants de 4 onces sur le menton de n'importe qui, ça fait mal. Mais c'est ça, faut que Blades réussisse à ne pas rester à distance de frappe de Derek Lewis, qui, effectivement, a l'air de rien, mais qui... C'est ça, tu restes pas dans le top 5 poids lourd. On pensait qu'il était peut-être fini. Là. Il y a eu 2 défaites de suite il n'y a pas si longtemps, mais il revient fort avec 3 victoires consécutives. Là, donc, tu penses quand même que tu penses que Blade va avoir le dessus, là? Moi, c'est ce que je crois s'il fait les choses intelligemment. Je veux dire, s'il commence à vouloir prouver son point que c'est un meilleur gagnant que Derek Lewis, de un, c'est stupide, puis de deux, il y a bien des chances de perdre le combat, mais je pense que Lewis est plus puissant que lui. Mais il faut qu'il utilise encore une fois, on se répète, mais c'est ça la clé. Il faut qu'il utilise tous ses outils là, pour aller battre Lewis, pas qu'il reste unidimensionnel comme justement son adversaire. Et là, vous dites probablement, Curtis Blades a besoin d'une victoire. Il est aspirant numéro 2, une victoire et c'est fait. Il aura sa chance au titre pour affronter le gagnant de Stipe Miocic contre Francis Ngannou à la fin du mois de mars. Pas si vite, les amis, pas si vite. On le savait, c'est un secret de polichinelle, mais ça a été confirmé par Dana White que le gagnant de Miocic contre Ngannou va affronter, bien sûr, John Jones à son prochain combat. Donc, Blades, prends ton mal en patience pour avoir une chance au titre parce que ça... Faut que tu gagnes. Curtis doit gagner contre Derek Lewis, mais après ça, il devra s'asseoir sur son steak probablement. Je pense pas je sais pas s'il va avoir besoin d'aller chercher une autre victoire. Je lui souhaite que non. Là, avec s'il veut rester actif, il n'y aura pas le choix, je pense, parce que là, admettons Francis Ngannou gagne. Et là, c'est sûr qu'on va avoir l'espèce de trilogie qu'on va vouloir faire, peut-être. Est-ce que Miocic va prendre sa retraite s'il perd? Parce qu'il en a déjà parlé. C'est sûr que s'il gagne, il va faire le money fight face à Jones.
Mais tu sais, c'est ça. Là, tu as l'autre, la semaine d'après, tu as Francis Ngannou contre. Pas Francis Ngannou, tu as Cyril Gane contre Rosenstruck. Cyril Gane, lui aussi, il aime beaucoup. Là. Commence à le monter, commence à le mettre contre des plus gros noms. Ah, s'il bat Rosenstruck, allô, là. C'est ça, tu sais, on pourrait faire le gagnant de ça aussi. Puis là, il ne faut pas oublier aussi, la semaine passée, Volkov qui a knocké Overeem. Tu sais, ça a été longtemps une division où on s'ennuyait un peu, les poids lourds. Là, c'est le fun. Tu sais, là, on commence à avoir du fun à parler des poids lourds. Oui, effectivement. Puis on a parlé, tu sais, on en parlait souvent avec José Aldo, quand il est passé à 135 livres, on lui a donné... Ou non, c'est avec Frankie Edgar, en fait. Aldo, un peu la même chose, mais Frankie Edgar, quand il est descendu à 145 livres, on lui a donné rapidement un combat de championnat parce que c'était Frankie Edgar. Après une défaite. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec John Jones, qui monte chez les poids lourds, et là, on va lui donner évidemment tout de suite un combat de championnat. Il n'y a pas grand monde qui va crier au loup là, ou crier à l'injustice parce que c'est John Jones, probablement le plus grand champion de l'histoire récente de l'UFC. Si tu l'injustice, c'est juste parce que tu n'aimes pas John Jones. Parce que, tu sais, c'est peut-être le seul argument, là, en fait. C'est plate, mais c'est ça la game. C'est comme ça marche. Puis c'est la logique. Il veut monter chez poids lourd, il était champion déjà. Tu sais, c'est comme qu'on va faire en fin de semaine, là, Adesanya qui monte chez 205 livres, on lui donne un combat de championnat du monde face à Bovic. C'est ça la game. Je veux dire, c'est comme ça marche à ce temps. Effectivement. Donc ça, c'est notre finale, Blades contre Lewis. En demi-finale, c'est chez les 135 livres, les poids coqs féminins. Ketlen Vieira contre Yana Kunitskaya, classé 6, classé 7. Et bon, bien sûr, Amanda Nunes qui est la championne de cette division-là. Donc, pour les deux filles, c'est un combat important. Mais cette ceinture-là ne sera pas mise en jeu dans un avenir rapproché non plus. Donc, non, ils sont pas par ces deux. Un peu. C'est un peu. Pas manquer de respect, là, mais. Je veux dire, tant que Amanda Nunes va être là. Puis, regarde, peut-être ça nous permet de parler de ça un peu. Là, on voit le manque de profondeur chez les femmes, vraiment. Là. De toute façon, à 145 livres, il y a encore une ceinture qui existe, mais il n'y a plus de division. Je te dirais plus à 135 qu'à 145. À 115, il y a quand même de la belle profondeur. Il y a quand même des bonnes combattantes. Il y en a au moins une dizaine là, qui pourraient s'approcher d'un combat de championnat du monde. Ça pourrait être bien. À 125 livres, c'est moyen. Sauf que là, il y a Jessica Andrade qui vient de monter à 125 livres. Parce qu'on sent vraiment que la championne est... Exact. Oui, OK, peut-être, mais la championne est tellement loin en avant que c'est ça. Mais là, il y a Jessica Andrade. C'est ça, je te le dis. Jessica Andrade à 125 livres, elle pourrait donner de la misère à Shevchenko. Mais c'est vrai que... Mais tu sais, c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas de leur faute. Il y a plus d'hommes qui font des arts martiaux que des femmes. Mais il reste que l'année passée, le meilleur combat de l'année, ça a été un combat de femmes. Ouais, non, puis effectivement, c'est rien pour enlever à leur talent et tout ça. C'est juste que on voit la courbe de développement de ce sport-là chez les dames. Il y en a qui. La différence entre l'élite et entre le premier tiers et le premier percentile et par la suite, la différence est grande. Mais ça, c'est juste le temps aussi, la même chose. Puis agrandir le bassin de femmes qui vont pratiquer ce sport-là et tout ça. Donc, ça aussi, c'est le temps qui doit faire son œuvre. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire à ce niveau-là. Puis c'est pas parce que ces deux filles-là n'auront pas leur chance au titre, Vieira et Kunitskaya n'auront pas leur chance au titre bientôt, que ça ne peut pas faire le combat de la soirée, peut-être, samedi. Non, c'est ça. C'est pas parce que ces deux-là sont peut-être moins bonnes dans cette division-là qu'ils ne peuvent pas battre le dude qui fait juste chialer son divan aussi. 100%, effectivement. J'ai remarqué quelque chose, puis je connais vraiment pas les deux gars, Chris Dockhouse et Tom Aspinall. Ce sont deux poids lourds. Aspinall, j'ai déjà vu se battre. Ouais. Dockhouse me dit rien, mais ça m'a fasciné à quel point c'est deux gars qui sont 2-0 à l'UFC, qui ont gagné leur victoire au premier round. 2 KO au premier round dans les deux cas, et on les place contre Dockhouse contre Alexei Oleinik et Aspinall contre Andy Arlovski, qui est un ancien champion. J'ai comme l'impression qu'on utilise les deux vieux comme la chair à canon ou pour justement voir qu'est-ce que les deux plus jeunes ou les deux nouveaux venus ont dans le ventre après leur victoire au premier round. Là. Moi, avec ces deux-là, c'est sûr que j'ai très prêt à voir ce genre de combat-là. Andrei Arlovski, qui n'est pas fini, mais qui est en fin de carrière, qui reste encore un gros nom. Écoute, tu veux ça, là, parce que si tu veux battre Andrei Arlovski, c'est pas mal
pas mal dans les meilleures chances là. Même si je pense que c'était une séquence de victoire, ben non, ouais, il a battu le Canadien. Il a battu le Canadien à son dernier combat. Ça n'avait pas été un combat extraordinaire, mais tu sais, puis l'autre, Olynyk, je pense qu'il a 80 ans, là, je veux dire, il n'est pas plus jeune, lui non. Ça fait 4 décennies qu'il se bat, Olynyk. Ça n'a pas de maudit bon sens, là. C'est un gars de soumission. Ah ouais. Debout, c'est pas un gars qui est très agile debout, mais c'est un gars de soumission incroyable. Mais c'est un autre nom. Fait que, pour les deux gars là, qui sont quasiment inconnus, c'est un tremplin incroyable pour eux autres. Effectivement. Puis on va closer ça peut-être avec Eman Zahabi. Il faut le mentionner quand même, il va être sur la carte. Lui devait se battre au mois de décembre, avait contracté la COVID-19, est remis. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle. Et son combat contre Draco Rodriguez devait avoir lieu en décembre, donc il est remis à la carte de cette fin de semaine. Je n'ai pas regardé la carte officielle. Je ne sais pas si toi tu l'as vu. Je ne sais pas s'il est dans les prélims là, sur Fight Pass ou sur la carte, mais peu importe, là, je suis pas mal sûr qu'on va trouver le moyen de vous le présenter là, à RDS. Ce qui se passe avec Eman, là, il faut qu'il performe. Parce que moi, je l'ai vu, j'en entends parler beaucoup au gym. C'est un excellent athlète, c'est un bon combattant, mais c'est pas le même combattant. Donc, on dit qu'il moi, j'ai entendu qu'il était très, très bon au gym, puis dans le combat, peut-être de la difficulté à se laisser aller un peu. Là, c'est le temps pour lui de performer. C'est toujours dangereux pour un athlète qui traîne un nom de famille qui est déjà connu. Je parle, c'est sûr, Zahabi. Il y a la pression de son frère, de Firas, qui est un des meilleurs entraîneurs, qui est très connu, entraîneur en chef de TriStar, propriétaire de TriStar. Donc, ça met beaucoup de pression. Puis ça dépend, c'est qui est capable de gérer ça aussi. Donc là, maintenant, le monde connaît son nom de famille. Là, c'est le temps qu'il se fasse un prénom. Voilà. Et ça ne s'est pas bien passé pour lui à ses dernières sorties. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu non plus, plus qu'1 an. Donc, ça va être un retour dans l'octogone pour lui. On va vous présenter ça sur les ondes de RDS 2 cette fin de semaine contre Draco Rodriguez qui n'a pas de combat officiel à l'UFC, mais a gagné son billet grâce au concours ou à la télé-réalité, là, si on peut l'appeler comme ça, Dana White Contender Series. Il avait réussi une soumission pour obtenir un contrat avec l'UFC. Donc, Eman était également très, très bon au sol. Oui, puis peut-être dans la nouvelle, cette semaine ou en début de semaine, la semaine dernière, je veux dire, on a finalement annoncé le combat de Marc-André Barriault face à Bouaz Aitar. Donc, on l'a annoncé. Ah oui, ça c'est confirmé. Donc, ça, c'est bon. Donc là, il peut vraiment se concentrer sur une date, un nom, un adversaire pour commencer ou continuer son camp d'entraînement. L'UFC 260, Marc-André qui va tenter de finalement aller chercher sa première vraie victoire à l'UFC, là, avec tout ce qui s'est passé, sa dernière victoire qui a été transformée en nulle technique, renversée en fait en raison de ce contrôle positif antidopage. Donc, Marc-André va pouvoir essayer de mettre ça derrière lui et d'aller chercher sa première victoire officielle à l'UFC encore. OK, Pat, je te remercie beaucoup pour cette autre heure passée en notre compagnie. Très, très, très intéressant. J'espère que vous avez apprécié aussi la discussion sur Georges, sur Kamaru Usman et tout ça. Donc, on met ça la semaine prochaine. Parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille. Si vous connaissez des gens qui tripent sur les arts martiaux mixtes, c'est la place. On est partout sur toutes les plateformes. Donc, dans la cage, facile à trouver, avec l'un des meilleurs analystes dans la business. Toutes langues confondues, Patrick Côté. C'est gentil. Beaucoup, mon ami. Je te souhaite une belle semaine et à Borgala samedi. Ciao, tout le monde. Bye-bye. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec.